Et salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CR Gaming et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui, ce soir, pour notre nouvelle saison, tout simplement, la deuxième de Septième Ère, l'épisode 1 de cette nouvelle saison. Je suis en compagnie de tout le monde, ça va tout le monde? Ça va. Salut à Oui, tous. Bonsoir. Voilà, donc comme d'hab, on va faire un petit rappel de qui joue qui, comme ça ce sera fait. On va commencer par la jeune et tendre Fiora. Bonsoir, je suis Zyvorax et je joue Fiora. Salut à tous, Ethan Dice et je joue Rolf. Salut, c'est Scott et je joue Skorg. Salut, je suis Cérine et je joue Marinette. Et ben bonsoir, moi c'est Ivar et je joue Ivar Kowalski. Il est déjà dans le personnage, il n'a pas de pseudo, il se met direct en mode acteur studio, c'est impeccable. Bien, et bien du coup nous allons faire un petit résumé de la saison précédente. Alors je vous rassure, on va pas faire un truc de 30 minutes, on va résumer simplement les faits. Julius 1668. La Théa est bouleversée. L'empereur Léon-Alexandre de Montaigne a fait une annonce qui a lancé une énorme chasse au trésor en direction de l'Aslan. En effet, celui-ci cherche à obtenir une relique qui permettra de faire passer la Montaigne devant la splendeur de Castille. De nombreux marins y sont déjà partis, de nombreux aventuriers s'apprêtent à partir, et tandis que toute la Théa se remue et s'agite, dans une taverne de Chaos, 5 héros se retrouvent. Ceux-ci ont été convoqués, ou plutôt invités, à retrouver une de leurs connaissances, en la personne de Mathilde de Rimbaud. Cela pourrait ou ne pourrait pas faire partie du même exercice. Peut-être que c'est lié, peut-être que ce n'est pas lié. Nos héros n'en savent pas trop à ce moment de l'aventure. Ils retrouvent Mathilde, qui du coup leur confirme que c'est bien sa volonté de participer à cette chasse au trésor, et qu'elle absolument souhaite leur présence dans son équipage. Leur première tâche à bord de cet équipage va être tout simplement d'assurer la sécurité du scientifique de l'expédition en la personne de Henri de Malesherbes. Lorsqu'ils arrivent à l'hôtel où réside Henri de Malesherbes, il se trouve que celui-ci a disparu. Après avoir trouvé plusieurs indices confirmant qu'il a été, peut-être pas kidnappé, mais en tout cas entraîné dans une affaire pas très nette, nos héros se mettent en quête de Henri et le délivrent d'une situation des plus, on va dire, désespérées. Ils en profitent pour déjouer les plans d'un infâme espion castillan, vatissant, le mystère reste entier. Néanmoins, ceci met un petit peu trop la lumière sur leurs préparatifs et a priori, a l'air d'inquiéter Mathilde qui précipite leur départ de Chaos. Ils se rendent donc au palais de l'empereur, le château du soleil, afin d'y récupérer une mystérieuse caisse avant de fuir la ville à bride abattue. Ils doivent se rendre tout simplement à la ville de Deschênes pour lever l'ancre. Or, Deschênes se trouve à plusieurs jours, voire peut-être une semaine de voyage de la ville, et Mathilde a l'air de dire que le trajet risque de prendre plusieurs heures seulement. Et ils font la rencontre au fond des bois d'une sorcière portée du nom de Dame Hildegarde qui va leur ouvrir un portail à travers le lieu entre les mondes pour rejoindre plus facilement Deschênes. Malheureusement, peut-être des artifices occultes, peut-être la magie de Fiora, qui sait. Beaucoup de choses peuvent avoir joué dans tout cela. Mais quelque chose se passe mal, et les créatures du lieu entre les mondes commencent à attaquer les chariots de l'expédition tandis qu'ils traversent. Au final, nos héros, bien entendu, s'en sortiront. Néanmoins, leur provision, je dirais, leur équipée, est quelque peu marquée par la perte. Voyant qu'une armée campe aux, alentours de Deschênes, à environ une soixantaine de kilomètres de la ville, 80 je crois, Mathilde emmène nos héros dans une église afin de recueillir des informations auprès d'une de ses informatrices, pour ne pas dire espionne. À ce moment précis, les soldats de l'empereur font irruption dans l'église et commencent à tirer sur tout le monde. Après quelques échanges de tirs et quelques coups d'épée, je dirais, nos amis se retrouvent encerclés. Et ce n'est grâce qu'à la présence d'esprit de Mathilde qui demande tout simplement la reddition qu'ils n'ont la vie sauve. Néanmoins, aurait-il préféré mourir? Peut-être, car les voilà maintenant en prison, dans la fameuse prison de la Crête. Dans cette prison, nos héros seront torturés pour obtenir des informations par le général Pardy de Soussan et son acolyte
une baronne assez peu commode. Ils seront sérieusement blessés pour la plupart, mais les 3/4 d'entre eux ne souffleront mot de leur aventure. Il semblerait que cette générale cherche des éléments subversifs dans la région et que compte tenu de leur groupe assez éclectique, pour ne pas dire hétéroclite, eh bien ils font des suspects assez principaux, nous dirons. Quoi qu'il en soit, il en faut peu pour débouter nos héros, et suite à une évasion grandiloquente, les voilà sortis de la prison. Ils prennent refuge dans la demeure du baron de Bréjac, un ami apparemment de famille de Mathilde, et qui accepte tout simplement de les nourrir rapidement et de leur garantir une certaine sécurité dans leur traversée jusqu'à la ville de Deschênes, en échange tout simplement d'un petit service. En effet, son fils a disparu le soir d'une révolution qui a frappé la ville de Deschênes. Et le baron aimerait bien le retrouver, si c'est possible, et de l'envoyer directement en Avalon, à Kirkcall, afin qu'il travaille dans une entreprise familiale et prenne un petit peu de plomb dans la tête. Nos héros traversent les lignes ennemies, le No Man's Land, et se retrouvent à l'intérieur de la ville de Deschênes. Là-bas, la surprise est totale, car de ville pestiférée telle que l'avaient décrite les 3/4 des personnes qu'ils avaient rencontrées, il s'agit en fait tout simplement d'une ville libre, totalement libre du joug de l'empereur, soumise uniquement par la République, je dirais, de ses citoyens, et obéissant tout simplement aux règles de la démocratie. C'est quelque chose assez curieuse pour être mentionné. Après avoir retrouvé le fils Bréjac, avoir rencontré les différents capitaines et avoir, rempli à nouveau les cales quelque peu du navire, nos héros se retrouvent au milieu d'une guerre. En effet, la générale Pardy-Soussan, assiégeant la ville, décide que le moment est venu de mettre un terme à cette révolte. Et de ce fait, elle fait charger ses troupes contre les murs de la ville. La bataille ne dure pas très longtemps, mais nos héros assistent effectivement à une guerre sans merci, où les citoyens de la ville se font massacrer dès l'instant où ils braquent un fusil, où ils portent les armes contre les soldats de l'empereur. C'est donc dans une situation assez chaotique que nos héros se frayent un chemin à travers le port et parviennent à atteindre la mer et à sortir de la ville. En mer, une flotte les attend. Une flotte composée de navires assez puissants de la marine montaginoise est mise là tout simplement pour faire le blocus de la ville. Grâce à une manœuvre assez habile, nos héros réussissent à passer. Néanmoins, en voyant que la flotte va faire feu sur des villageois épeurés et qui fuient tout simplement les combats à bord d'embarcations de fortune, leur sang ne fait qu'un tour, le sang de la capitaine Annabelle de Montfort ne fait qu'un tour, et ils décident de combattre. Néanmoins, cela ne suffit pas, et la flotte est bien plus puissante que leur petite flottille de 4 vaisseaux. Un choix difficile est fait, et une magie ancienne est lâchée sur la flotte ennemie. Un maelstrom se forme, coulant les navires ennemis. La flottille en tout cas, ne parvient à s'échapper uniquement grâce au sacrifice de l'un des vaisseaux de la flottille, la Gwent, commandé par le capitaine Douglas, un Highlander, qui, avec quelques hommes, jette son navire tel une poudrière sur le vaisseau amiral. Ça n'a que peu d'effet, mais permet de faire gagner quelques précieuses minutes à la flottille qui parvient sans encombre à quitter les eaux de la montagne. Et maintenant, c'est ainsi que nos joueurs vont vous raconter qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 jours de voyage. Alors, nous allons faire ça de façon assez particulière. Tout simplement, ce sont les joueurs qui vont vous raconter ce que leurs personnages ont fait, mais du point de vue de leur personnage. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément tous les éléments qui s'y sont passés, sauf si, évidemment, ces personnages décident de le révéler. Ne vous inquiétez pas, si jamais ils ont fait des actions sombres et obscures avec d'autres personnages, cela sera probablement révélé plus tard lors de l'aventure. 15 Julius, 1668. Je ne suis pas certaine de qui tirera cette fusée éclairante, mais cela n'eût pas suffi à nous sortir de cette impasse. La capitaine a bien failli nous condamner, tous, alors que visiblement prise d'une folie certaine, elle engagea la vie de ses hommes et de l'expédition pour sauver le naufrage d'une vaine rébellion. Pendant la bataille, Emilja fait apparaître un maelstrom sans crier gare. Sur le moment, la situation me semblait tellement désespérée que toute opportunité semblait bonne à prendre.
Cependant, je me demande encore si le fléau qui s'est abattu sur nos ennemis était vraiment nécessaire quand je vois ces pauvres airs qui ont fini au fond du vortex. C'est au lendemain de la bataille que j'ai pu savourer ce spectacle pitoyable de ce marchand de tapis briquer le pont suite à ses excès de la veille, tandis que je me rendais aux cuisines pour présenter mes condoléances à la fille du capitaine, Douglas. Peu après quoi, je suis allé voir Mathilde dans sa cabine pour parler affaires. J'en ai profité pour parler à ce cher Malzerbe qui m'a enregistré en tant que matelot de 3ème classe. Je dois dire que cela ne m'enchante guère, mais ce n'est pas comme si j'avais le choix vu ma position dans cette expédition. Si seulement il savait. Premier jour de traversée. Nous sommes parvenus à nous sortir de ce pétrin grâce à l'intervention du capitaine Douglas, d'une sombre magie et du fameux signal que nous avions perdu. Sans compter sur les prouesses de chacun sur le navire. Il va falloir que je m'entretienne avec Rimbaud, Marinette et Fiora le plus rapidement possible, car sinon cette traversée va me donner un goût amer dans la bouche. J'ai d'ailleurs appris à ma grande surprise que Marinette était tombée de la vigie. Elle a de graves blessures et Kowalski qui l'accompagnait semble pour le moins agité et traumatisé. Je suis allé à la pêche aux informations, mais j'ai fait chou blanc. Tout le monde semble porter son regard sur Fiora, mais j'émets quelques réserves la concernant, pour une fois. Emilia me semble la cible toute désignée quant aux événements récents. Skorg, lui, passe un bon moment au fond de cale. Comment peut-il agir ainsi dans un moment pareil, cela me dépasse. J'ai pu adresser mes condoléances à la fille du défunt Bartholomew. Elle est charmante, discrète, mais tout l'opposé de ma Olivia. Ah, mes enfants me manquent. Je vais tout faire pour leur adresser une missive, et je veillerai aussi sur Even, afin d'honorer ma promesse envers son père. J'ai finalement rencontré Mathilde. Elle m'a confirmé qu'elle n'était pas l'auteur du lancer de signal. Elle m'a dit que cela avait eu lieu à la vigie. 2 personnes y étaient, Marinette et Igvar. Voilà qui est étrange. Je me demande surtout pourquoi nous avoir caché qu'il l'avait récupéré. Et sur les 2, qui l'avait. Mes soupçons se portent naturellement sur Marinette. Elle m'apparaît de moins en moins digne de confiance. Elle m'a aussi signalé que Fiora était la cause du maelstrom, mais quelque chose me tracasse. Cela paraît beaucoup trop évident. Surtout que Fiora est venue elle-même se dénoncer, chose d'autant plus surprenante. Il va me falloir aller voir cette Emilia. J'ai pu profiter d'un peu de temps libre pour écrire à ma famille, leur donner de mes nouvelles et demander des leurs. Il me manque cruellement. Ah, et j'oubliais. Avant de sortir du bureau de la capitaine où Rimbaud et elle se crêpaient le chignon, j'ai signé ma nouvelle affectation. Canonnier en second. Je suis donc naturellement allé manger avec les officiers. Waouh. Même si ce déjeuner avec le reste de l'équipage m'allait très bien. Je me suis occupé des canons par la suite sous le regard méfiant de la kobold. Je n'ai pas vraiment réussi à la dérider, celle-là. Après avoir passé une bonne heure et demie à lustrer et ranger sous le pont inférieur, je suis sorti prendre un peu l'air. Je suis d'ailleurs tombé sur le jeune Mousse, Fabian, et tous les deux nous avons passé un agréable moment à nous entraîner. Je me suis revu avec mon propre fils, à tenter de lui inculquer les valeurs du courage et de la bravoure. C'est un brave garçon. Plus tard dans la soirée, je suis allé passer du temps avec Even, comme promis. C'est une jeune femme intelligente qui ne mérite pas ce qui vient de lui arriver. Je ferai tout mon possible pour alléger son terrible fardeau. Oh, et dernière nouvelle. Skorg est de corvée de nettoyage de pont pour avoir bu la moitié du rhum du navire. C'est fou comme la stupidité de cet homme atteint des sommets. Avant de me coucher, j'ai eu la visite assez inattendue d'une certaine Soline. Nous avons longuement discuté. Plus le temps passait, plus je la sentais, comment dire, intéressée par ma personne. Bon, je ne me suis pas résolu à accepter ses avances, aussi belles et chaleureuses fussent-elles. Bon, j'ai néanmoins beaucoup apprécié sa compagnie. Après avoir dégusté une bonne partie de la réserve de rhum et le corps de Maël, je me réveillai le sourire aux lèvres, après un bâillement et un étirement fort et intense. Je jeta un œil sur ma maîtresse du nu qui vraisemblablement ronflait fort. C'est à ce moment-là que le Basco en second, Olivia Johnson, entra en furie. Je profita donc pour rejeter la couverture pour qu'elle ne vît pas le corps de Maël complètement nu. Pour avoir bu la moitié de la réserve tout seul, j'écopa de corvée. Sur le chemin, je pris le temps de remarquer que Fiora a 2 doigts du lynchage, rien d'étonnant, que Marinette est à la cuisine, plus étonnant, et que Rolf s'entraîne avec le petit Fabien. Je ne peux m'empêcher de sourire
en regardant mon épée et en repensant à mes jeunes années. Une fois le travail fait, visite de contrôle au docteur Dudsen et Ivar qui s'accordent à dire que ma consommation d'alcool n'est pas une bonne idée vu mon état. Belle hiverne, leur répondis-je. Après ça, voulant être plutôt seul, après ces jours mouvementés, je me posais dans un endroit tranquille sur le pont. De là, j'observais les étoiles en me disant que l'aventure commençait réellement. Je suis blessée, mon bras en écharpe me gêne. Ils en font des caisses. La cuistot est sympa, alors j'ai demandé à Rimbaud de me rendre utile au réfectoire. Elle m'a aussi dit qu'Ivar avait dit qu'il avait utilisé le signal, ce que je trouve bizarre. Je lui ai dit qu'à partir de maintenant, je serai Marie. Ce nouveau départ pour faire table rase. De toute façon, je me souviens pas trop de mon passé. J'ai parlé à Ivar pour comprendre pourquoi il s'était dénoncé à ma place. J'ai toujours pas compris. Ça peut être un allié, à voir. Je lui ai parlé de mes souvenirs, il pourrait aider. J'aime bien le réfectoire et les gens qui y sont. Je lui ai dit à Soline que Rolf était un cœur à prendre. Hâte de voir ce que ça va donner. Ça peut être marrant. 15 Julius 1668. Suite de la bataille. Marie a été transportée en urgence suite à une chute du haut du mât. Plusieurs côtes fracturées, pas de perforation des poumons, épaule gauche démise. Repos fortement recommandé. Entre parenthèses, même si le lui imposé risque de se révéler du domaine de l'impossible. Plusieurs marins se sont présentés suite à la bataille. Large entaille sur le bras gauche pour l'un, 8 points de suture. Aucune séquelle à long terme, mais repos tout de même recommandé. Arcade sourcilière, 4 points de suture. Gardez la blessure à l'œil pour prévenir toute infection. Et la liste continue. 15 Julius, fin de soirée. Surveillance à l'infirmerie et léger repos. 15 Julius, lever du soleil. Reprise de l'activité à l'infirmerie et visite des différents membres d'équipage sur le navire. Pour support moral des membres d'équipage et guérir les blessures liées aux activités de marin. Plusieurs échardes, coupures et autres bleus. 15 Julius, nuit. Surveillance à l'infirmerie. Visite de Fiora pour des soins liés à ses écorchures sur les mains. Note. Blessure singulière liée à une sorte de fil de pêche. Mais aussi traces de brûlures et de tissus nécrosés liés à une exposition à du froid intense et prolongé. Départ de Fiora. Arrivée de Marinette. Fin du rapport du 15 juillet. 16 Julius 1668. C'était sur les conseils de Rimbaud que j'ai rencontré Louane, une jeune femme qui est aussi chef de la Une. Je dois dire qu'elle me rappelle mes espiègleries de jeunesse, mais c'est tout de même quelque peu humiliant d'avoir à répondre à ses caprices. Au moins, je suis loin de ces balourds et de cette puanteur des ponts inférieurs. Il semblerait que la petite Louane soit moins innocente que je ne l'ai cru. Cette petite peste organise des combats clandestins la nuit au fond de la cale. Elle m'a demandé de faire monter les mises pour favoriser ou orienter l'issue. Je ne sais pas vraiment où cela mène, mais une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de quitter ce navire après y avoir seulement passé une nuit. Je crois avoir eu un avant-goût de mon quotidien sur ce navire après avoir échangé quelques ragots avec mon ami Louane au petit matin. Nous sommes allés prendre ce qu'elle qualifie de petit déjeuner. En réalité, et à ma grande surprise, il s'agit d'un gruau immonde dont je soupçonne la cuisinière de la couper à la sciure de bois. Il paraît que le jeûne est d'autant meilleur pour la santé. J'en ai également profité pour faire changer mes pansements à l'infirmerie. Nous avons joué de la musique toute l'après-midi, ces airs de marins colorés ne ressemblent en rien à la grande musique, mais j'admets bien volontiers qu'ils ont pour eux de divertir en cas d'ennui extrême. Durant le repas du soir, Skorg a voulu désamorcer l'ambiance mortifère dont il était responsable, et avec un certain succès. Heureusement que j'étais présente pour l'accompagner, le pauvre avait vraiment l'air stupide à chanter ses chants de barbares sans accompagnement digne de ce nom. Yggvar, lui, s'est également joint à la petite fête improvisée. Cela fait plaisir à voir après tout et nous avons traversé en ces temps troublés. Quand je repense à tous les événements de Deschênes, j'en ai encore froid dans le dos. Rolf, quant à lui, s'est aussi lâché. Je crois qu'il supporte mal la pression. Mais de ce que je suis sûr, c'est qu'il a su mettre une certaine ambiance à bord en invitant les officiers à se joindre aux marins. Chose assez rare, je crois. S'en est suivi des concours de force et d'adresse incongrus et grossiers de marins imbibés aux mains baladeuses. Concernant Marinette, je crois qu'elle s'est faite encore plus discrète que moi. Rien d'étonnant,
pour une fugitive de son genre. Au final, nous nous en tirons pas trop mal. Je vais continuer de faire profil bas toutefois, surtout que l'on m'a attribué un sobriquet des plus charmants, la sorcière des mers, ou quelque chose de cet acabit. Tout cela reste des plus grisants, mais je pense que le pire reste à venir, du moins. Deuxième journée de traversée. Oh, que Théus m'aide, car cela va être très long. Le lendemain matin, je me suis levé aux aurores, afin de m'exercer sous le regard désireux de certaines femmes du navire. Je dois dire que j'en suis flatté. Je me suis ensuite rendu au pont inférieur afin de m'occuper des canons. J'ai pris mon petit déjeuner et j'ai remarqué que certains marins avaient une mine, comment dire, comme s'ils s'étaient battus durant la nuit. J'ai également noté le regard inquisiteur de Colline, la sœur de Soline. J'imagine qu'elle ne voit pas d'un très bon œil les sentiments de sa sœur à mon encontre. À l'extérieur, Skork bosse avec Sévestène au cordage. Il est également accompagné de la dernière sœur de la fratrie, Pauline. J'espère qu'il ne la fera pas souffrir. J'ai croisé la route d'Igvar qui remontait de la cale, le visage cramoisi. Tiens donc, aurait-il succombé lui aussi au plaisir charnel dont ce navire regorge? Nous avons pu parler tous les deux. J'avais beaucoup de questions. La première, Emilia est clairement l'instigatrice du Maelstrom. Fiora la couvre et selon les dires de Igvar, c'est une bonne chose. Car elle serait, quel est le mot qu'il a employé, possédée par une sorte de démon. Autant dire que cette imprévisibilité m'inquiète au plus haut point. Ensuite, Marinette. Elle n'a pas tiré le signal. Igvar s'en est chargé. Son explication m'est apparue des plus étranges, surtout le concernant, mais après tout, le résultat est le même. Je me sens à l'aise avec celui-là. Il s'approcherait presque d'un véritable compagnon d'armes. D'ailleurs, après avoir longuement discuté, il s'en veut pour la mort de tous ces innocents. Je lui ai fait comprendre qu'il n'avait pas à culpabiliser car ce n'était nullement sa faute. Toujours est-il que je suis heureux pour lui, il semble avoir trouvé une place qui lui revient de droit et tout le monde l'apprécie. Il s'éclipse ensuite rapidement à la vigie où j'y aperçois Toka. Une discussion s'engage entre les deux et par respect pour eux, je passe mon chemin. La fin de journée se termine avec un entrain non dissimulé. Des premières notes de musique montent joyeusement en l'air et l'équipage semble prendre un vrai plaisir à chanter. Le sourire me revient et je repense à toutes ces soirées passées en famille aux côtés de ma femme. Ce souvenir, quoique douloureux, est agréable. Et je me lance aussitôt à inviter la douce Soline à danser, puis je vais chercher Even, poussant même le vice à ramener Mathilde sur le pont. Tout le monde s'amuse, même moi. Des concours s'organisent, je participe à tous et en remporte quelques-uns dont je suis pas peu fier. Cette deuxième journée se finit avec légèreté et bonne humeur et je me couche, le visage aux lèvres pour changer, la tête qui tourne et plein de beaux souvenirs. Peut-être que, finalement, cette traversée pourrait s'avérer des plus agréables. En me levant, j'observais le souvenir de mon maître d'armes. Et après une prière adressée à lui et à mes proches, j'enlevais les pierres et l'ornement qui habillaient le manche. Je passais du temps avec Lars, Clarissa et Pauline. J'en profitais pour leur donner les pierres en guise de paiement pour notre arrangement. On discutait de tout et de rien. Petite visite chez Malzerbe où ce dernier me fit signer un contrat d'embauche, marin de 3ème classe, bien moins clinquant que ce à quoi je m'attendais, mais pour commencer ce n'est pas mal. Suivi d'une énième visite chez le docteur Dodson. Le soir venu, et sentant des regards noirs se dirigeant vers moi, je pris la parole et demanda pardon à l'équipage. Je leur promis de leur ramener un tonneau lors de notre prochaine escale. Je finis en disant que la vie en mer n'est pas faite pour broyer du noir, et j'invitais tout le monde à faire la fête. Ce que tout le monde a fait volontiers. Une belle soirée qui se passa sur la belle traversée. Au réfectoire, j'ai le sentiment de faire partie d'un groupe qui me comprend. J'y ai passé plus de temps que nécessaire. J'entends les ragots, ça pourrait servir. Je m'entraîne même si on me dit de me reposer. Ce sont pas des côtes pétées et un bras en écharpe qui vont m'arrêter. Il y a eu une soirée. 16 Julius 1668. Réveil en sueur, tension élevée, aucun autre symptôme. Conclusion, stress lié aux récents événements. Prise de fonction, visite de Fiora, remplacement de ses bandages. Divers visites de marins pour quelques petites blessures mineures. Fin de quart, entre parenthèses, mis dehors par le docteur. Apparemment, j'avais mauvaise mine. Visite du navire.
Là encore, différentes blessures liées aux activités de marin. 16 Julius, fin de journée. 17 Julius, 1668. Vous êtes plus ou moins tous sur le pont. Sur la carte, je vous ai mis à peu près où vous êtes, mais clairement, aucun vent. Le navire continue à avancer doucement, mais les voiles sont droites comme des i. Quelques légers remous ici et là dans les cordes, mais c'est tout. Et surtout, un brouillard à couper au couteau, partout. Rien à l'horizon, hormis le brouillard. Il y a un silence de mort qui règne sur le navire. Pas de chant, rien du tout. Même pas d'ordres qui sont donnés. Tout le monde guette l'horizon. Car tout le monde sait que les eaux à proximité des îles de la Valonne, des îles du Glamour, comme on les appelle, sont traîtresses. Une falaise peut très bien se dissimuler derrière le premier banc de brouillard que vous voyez. Le silence est brisé par, je dirais, une voix que toi, Score, tu reconnais puisque c'est celle de Lars, qui se met à hurler. Il y a l'équipage qui a une sueur froide. Je pense que quasiment tout le monde dans l'équipage a une sueur froide dans le ton au moment de cette voix presque gutturale qui gueule justement cette espèce de non-sortie des plus, on va dire, bas moments de l'histoire de Théa. Score, toi, ça te choque pas. C'est le genre de truc qu'effectivement on fait ou on faisait à l'autre fois pour essayer de créer un écho contre une paroi. Mais tout de suite, on peut entendre une baffe derrière la tête. Probablement Clarissa qui a senti que c'était pas le moment de faire ce genre de conneries. Moi, ça me fait rire. C'est pareil, ça va un peu vous surprendre parce que c'est la Bosco, Olivia Johnson, qui va se mettre à chanter une chanson. Au début murmurée, mais qui, effectivement, dans cette espèce de vide qui vous entoure, résonne assez fortement. Et ça fait écho, littéralement, disons que le médium marche bien, Igvar. De l'ancienne Inish, longtemps utilisée, et d'ailleurs toujours en vigueur sur l'île d'Inismar, avant que la valonien ne devienne la langue officielle des 3 îles du Glamour. Et tu peux pas t'empêcher, c'est pareil, d'avoir la petite larme à l'œil. C'est probablement le vent de l'océan, si jamais quelqu'un te pose la question. Mais... Les poussières dans le neuil. C'est ça. Mais tout simplement parce que tu sais ce que raconte cette chanson. C'est une chanson qui est extrêmement connue chez les érudits. Et peut-être que ton mentor, effectivement, te l'a déjà, peut-être pas chanté, mais en tout cas fait travailler dessus pour les langues. L'histoire sombre du passé des îles du Glamour. À un temps où un roi d'Avalon avait tenté de dominer les trois autres îles, et avait commencé à imposer l'avalonien comme langue partout. Les érudits Inish avaient alors dû cacher leur savoir, mais également leurs livres, afin qu'ils ne soient pas détruits par les forces avaloniennes. Et cette histoire est une plainte. Cette chanson représente une plainte. La plainte d'un universitaire qui avait une école un petit peu cachée, dans laquelle il continuait à cultiver la culture et enseigner la langue Inish. Et lorsque les forces occupantes se faisaient plus pressantes, ils avaient décidé, lui et ses collègues, de mettre tous leurs trésors, c'est-à-dire des livres qui dataient de quasiment presque 1000 ans, sur un bateau, et de les envoyer dans des terres plus accueillantes. En montagne, par exemple. Plus libre, nous dirons. Et tandis que ce bateau prenait la mer, lui partait par la terre. Comme ça, si jamais les officiers avaloniens le trouvaient, eh bien, ils ne trouveraient rien sur lui. La partie la plus triste de cette histoire, c'est que ce navire sombra corps et âme. Et que toute trace de son existence même fut perdue dans l'histoire. À part ce qu'il reste dans cette chanson. Et l'on dit, en Inismore, que cette chanson représente la plainte de ce professeur, pleurant sur la perte de ce savoir. C'est presque devenu un hymne chez les Invisibles. Et tandis qu'effectivement ce chant résonne autour de vous, telle la plainte d'une veuve, la brume commence à se dissiper. Et vous les apercevez
les falaises d'Avalon. Un territoire très accueillant qu'est l'Avalon. De ce que vous savez, 3 couronnes unies et gouvernées par un même destin, un même devoir, un lieu de mystère, où la réalité s'imprègne du merveilleux. C'est assez connu que les marches sont un territoire humide, brumeux, dominé par des collines rocheuses, et par des précipitations constantes, comme le reste des 3 îles d'ailleurs. La température a baissé fortement également. On est toujours sur du climat océanique, mais clairement, on se rapproche des mers les plus au nord de Théa, et le froid se fait sentir. Le vent reprend quelque peu. Et quelques ordres sont donnés ici et là dans les cordages pour faire avancer le navire, pour éviter de se fracasser sur les rochers visibles et d'être entraîné par des courants inconnus. Et c'est alors que vous le voyez. Un petit esquif, pas plus gros qu'un navire de pêche, qui est sur votre côté bâbord. Trop petit pour naviguer en pleine mer, vous estimez. Et non sans rappeler un certain style de navire utilisé par nos cousins nordiques, disons. Et à sa proue, tandis que les marins rament au rythme du tambour, se tient un fier guerrier brun, tatoué d'encre bleue et vêtu de son seul tartan. On peut voir qu'il aime l'air de la brise, et que ses marins avancent fortement au rythme justement du tambour. Assez rapidement, une dissonance se fait entendre, comme un autre tambour, frappé à un rythme différent. Un autre esquif semble le prendre de vitesse et se met à hurler « Bac, hors terre !» Un cri est récupéré par tous les marins, les rameurs, qui se mettent à ramer de plus belle. À un autre rythme, un troisième semble dépasser les 2 autres. « Banar !» hurlent ces hommes et l'homme de pont. Sans demander ce reste, le guerrier brun se met à hurler. Mac, Ulrich! Et tous se mettent à ramer à un rythme effréné. Sur votre navire, on peut entendre un Douglas crié par une jeune blonde et qui fait se retourner quasiment tout l'équipage sur votre navire vers elle. Et repris également par quelques marins rescapés du naufrage de la Gwent. Et immédiatement juste après, cette jeune femme se met évidemment, bien entendu, les mains sur la bouche comme si elle était prise en faute et devenant tout de suite rouge comme une pivoine. Mais c'est des amis ou des ennemis? Bah, ils ont l'air de dépasser largement, très très rapidement le navire en fait pour se rendre extrêmement séparés rapidement. Imaginez un petit peu, j'ai envie de dire, c'est comme si c'est un petit peu à la Astérix en fait, où les rameurs en fait, enfin les tambours tapent tellement fort sur leurs tambours tout simplement que le rythme devient complètement effréné et qu'on voit presque plus en fait les rames tourner. Mais c'est quoi, une course? On est arrivé au milieu d'une Bah, course? c'est un peu ça, t'as l'impression d'être au milieu d'une course exactement. Moi je dis juste à Lars et Clarissa en Vesten, après c'est nous les barbares. Et Wen, elle a l'air. T'as dit qu'elle s'est arrêtée, enfin, tu vois, elle a mis sa Comme main. un réflexe, en fait, elle a suivi les 3 autres qui se sont mis à gueuler, effectivement, ce que t'as compris être les noms de clans. Ouais. Donc elle aussi, elle a gueulé le sien. Et Elle d'un coup, en semble fait, gênée. par réflexe. Et après, elle s'est retrouvée gênée, en fait, les 2 mains sur la bouche, vraiment comme. Et puis il y a un regard, en fait, d'Annabelle de Montfort et de Mathilde qui s'est retourné vers elle en mode t'es sérieuse là? Moi, je fais un grand sourire. Bah, moi, je viens près d'elle et je pose une main sur son épaule et je lui dis la famille, c'est sacré, vous avez raison de faire ce que vous venez de faire. Les anciens marins, justement, de la Gwent ont presque, pareil, bondi sur leurs pieds de là où ils étaient pour accélérer le mouvement avant de se rendre compte que ah ouais, mais non, c'est pas notre navire, donc du coup, on est obligé d'attendre les ordres. Et puis surtout, il n'y a pas de rame. Et donc, il n'y a pas de rame, exactement. Après, on peut toujours essayer de mettre une chaloupe à la mer et d'essayer de les rattraper, mais... Oh, remarque, avec Rolf... avec Rolf en tant que rameur, on C'est- est sur la côte en moins de 2 minutes. C'était aussi en fait inattendu que le souquet les artimons de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. C'est en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça va pas bien? D'où elle sort? Mais est-ce qu'on voit un deuxième bateau du même style ou on voit que c'est Il y en a 3. Tandis que la brume se dissipe, en fait, vous voyez qu'il n'y en a pas que 3, il y en a des dizaines en fait. Ah, donc ça Et doit qui être se une dirigent sorte, tous au même point. ça doit être une Mais sorte de on- compétition. c'est vraiment un pays étrange, non? Alors, qu'est-ce que j'ai de mes connaissances, moi, là-dessus? Parce que ça ressemble clairement à une sorte de festival. Une connerie comme C'est ça, Oui, c'est ça. tu réfléchis, t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, on est le... Voyons voir, on est le 17 Julius. Ah, tu es... Ah. Mais oui. C'est la réunion annuelle des chefs de clan à Kerpool. Ça explique la présence de tous ces
de tous ces braves guerriers sur... comment ça s'appelle du coup ces navires? C'est pas des birlines, une connerie, ou quelque chose comme ça? C'est ça. Du coup, moi, je vais me mettre sur le bastingage, et je regarde Ewen et je lui dis mais qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce qui est en train de se passer sous nos yeux? Et toujours, c'est pareil, les mains, enfin la tête dans ses mains en essayant de se cacher, rouge comme une pivoine, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ça. En plus, avec ton bras sur son épaule, ça aide pas. Et du coup, c'est genre, je dirais que ça va être tout simplement Olivia Johnson qui va peut-être te répondre plutôt qu'elle. Et avec son super accent au couteau en ancien T1 Inish, et qui va te dire. C'est leur débilité de réunion de chefs des clans, là. Ils font ça une fois par an, ils rendent hommage au roi ou je sais pas trop quoi, enfin ça va être le bordel d'abord. Pouvez-vous définir le bordel? Tu vois qu'il y a le côté en fait hyper sérieux, et puis d'un coup il y a un truc qui tranche, c'est quand t'as dit par contre, on va risquer pas de manquer d'alcool. Ok, je vois ce que c'est alors. Oh non. Tu vois effectivement que au-delà de l'aspect on va dire compétitif qui s'est répandu parmi les anciens marins de la Gwent, il y a ce côté un petit peu cool, faut qu'on y soit parce que c'est trop bien. Comme des gamins qui iraient à une fête foraine quoi. Et donc t'as un échange, c'est pareil, de regard entre Mathilde et Montfort. Et t'as Montfort qui hausse l'épaule. Enfin, de toute façon, c'est pas comme si. Enfin, on doit y aller, hein, donc au moins on passera inaperçu parmi tout ce monde. J'adresse à Ewen, je lui dis eh bien, je serais ravi de découvrir le clan qui a forgé cette demoiselle que j'ai devant moi et son illustre père. Euh, Et- Hautement interprétable. Hein, mais- Ouais, et moi du coup, je prends juste des notes en fait sur cette tradition parce que mine de rien, on n'a pas des masses. Bah non, hein, clairement, c'est un truc. C'est un truc qui se passe, mais c'est vrai que c'est tellement au nord par rapport à toi que j'ai jamais foutu les pieds. Moi, après les paroles de Rolf, je dis à Lars et Clarisse en Vesten, j'ai fait. Même s'il arrive à le rendre chiant.